Bonsoir à tous, on vous prend par la main ce soir dans Autrement et on vous propose une visite des joyaux du patrimoine disparus ou inaccessibles. Et c'est grâce à la modélisation 3D que nous pouvons y entrer. Ce sont des chercheurs du laboratoire Alice de la faculté Lacambre-Horta de l'ULB qui nous invitent à ce voyage inédit avec le concours d'Urban Brussels. Ils ont analysé dans les moindres détails le palais Stokely et la maison du peuple d'Horta et grâce à l'outil numérique les ont rendus accessibles au grand public. Vous allez le voir, le résultat est stupéfiant. La voilà, surgie du néant. Comme ressuscitée, la maison du peuple se dresse fièrement dans le quartier du Sablon. Restituée le plus précisément possible. Façade de fer et de verre bâtie par Victor Horta à la fin du 19e siècle. Sa beauté et son élégance cachent une très grande complexité. Le Parti ouvrier belge achète ce terrain dans le bas du Sablon. C'est éminemment symbolique, entre Saint-Michel et Gudule d'une part, le palais de justice. Et donc, c'est un terrain qui coûte très cher. Et le Parti ouvrier, vous voyez, on est en pente, c'est très biscornu comme parcelle, finalement, assez étroit. Et puis, on va voir Horta et on lui dit, voilà, on a ça, mais alors vous vous organisez comme vous voulez, mais il nous faut une salle des fêtes avec 1500 places, un café où on peut accueillir 900 personnes, etc., etc. Donc, si vous voulez, entre la demande du parti, d'une part, le terrain, d'autre part, c'était pour Horta un énorme défi. Autre chef-d'œuvre, toujours debout lui, mais inaccessible. Le palais Stokely. Grâce au virtuel, nous voici plongés dans le faste et le luxe inouï du salon, ou découvrant l'inestimable richesse décorative de la salle à manger, signée Gustav Klimt. Une restitution rendue possible grâce à un fonds de documentation très important. On possède de nombreuses archives, à la fois des archives photographiques qui ont été commanditées par Stokely lui-même lors de la construction, des archives du début du XXe siècle, juste avant-guerre et pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que le palais a fait l'objet de reportages photographiques par les occupants allemands, puisque c'était du patrimoine germanique hors sol, et jusque dans les années 80. Et puis, ensuite, les archives, en tout cas photographiques, se raréfient suite à la confidentialité que souhaite la famille. On ne se lasse pas de s'immerger à l'intérieur de la maison du peuple, disparue dans les années 60. Mais ces images n'ont pas qu'une valeur patrimoniale ou pédagogique. La réalisation du film a aussi permis de mieux cerner ce bâtiment. Tout ce film nous a permis de comprendre la structure de cette maison du peuple, qui était encore très mystérieuse. Maintenant, on sait comment cette maison du peuple tenait debout, sachant qu'à l'époque de la construction, il y avait eu de grands problèmes de stabilité, de grands problèmes entre Horta et son ingénieur. Elle apporte aussi, surtout, je crois, symboliquement, quand même quelque chose d'assez important, puisque c'est un peu une blessure, je pense, dans la mémoire collective, et donc c'est un moyen d'apporter une réponse. Pour le palais Stokely, c'est une façon d'offrir au public ce trésor caché. Bonsoir David Lebouglio, vous êtes architecte, chercheur au laboratoire Alice de la faculté d'architecture Lacambre-Horta de l'ULB. Vous-même, vous avez beaucoup travaillé sur cette restitution, cette hypothèse 1911 du palais Stokely. Alors on commence par quoi? On va voir quelques images qui montrent un peu la manière dont vous avez travaillé. C'est d'abord un travail sur les sources qui est énorme. Oui, donc effectivement, tout d'abord bonjour et puis peut-être juste une précision, c'est un travail en équipe. Donc je tiens aussi, je profite ici pour saluer Jean Trottet qui est un des chercheurs qui a activement collaboré. Alors là on voit toute une série de choses sur ces images, c'est quoi en fait? Alors ici, ce sont des relevés réalisés au scanner laser ou alors des façades qui nous permettent en fait de caler la modélisation sur le plan dimensionnel. Et donc,
tous les espaces remarquables ou une série d'espaces remarquables a été modélisé soigneusement et puis texturé à partir, en s'intéressant à différentes sources, au fonds d'archives dont vous parliez juste avant. On avait des plans d'époque, des plans du permis d'urbanisme, des dessins d'exécution. Et donc, on a mobilisé pour reconstruire cette numérisation, ce modèle 3D, et à partir duquel, finalement, qui collecte d'une certaine manière, qui permet de spatialiser cet ensemble de sources, et puis, mais aussi nous donne finalement un état de connaissances qui reflète l'état des connaissances qu'on a sur l'édifice de 1911, tel qu'il a été livré. Alors Denis de Ric, bonsoir. Vous êtes le coordinateur, vous, de ce laboratoire Alice, toujours de la faculté Horta Lacambre ULB. Donc vous avez travaillé en équipe, on va dire, mais vous êtes spécialisé sur la restitution de la Maison du Peuple. On va voir des images également. Ça représente combien d'années de travail, en fait, ce boulot-là? On a travaillé environ 5 ans sur la question, d'abord avec des étudiants et puis sous forme de recherche financée. Et donc c'est un travail de longue haleine. Bon, c'est pas 5 ans temps plein évidemment, mais c'est important de prendre son temps justement pour vraiment aller au fond des choses. Parce qu'on a envie de comprendre comment naissent ces images, comment à partir d'un document d'archives vous parvenez à recréer ces images-là. En fait, c'est la combinaison de beaucoup de documents d'archives qui sont aussi divers que des photos, des plans, parfois des coupures de presse. Et on essaie d'extraire toutes les informations contenues dans ces archives qui sont hétérogènes dans un média homogène qui est la 3D. Donc il y a un côté rassembleur sur le modèle 3D. Évidemment, on renseigne chacune des sources, parce qu'il faut se dire qu'il nous manque plein d'informations aussi. Et donc, il y a des moments qui manquent, des espaces qui manquent, mais on a un rapport de recherche qui renseigne les choses. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va chercher ailleurs dans l'ordre d'Horta ce qui faisait par exemple au même moment, et on peut remettre parfois à l'endroit des éléments similaires, tout en sachant, nous, que tous ces emprunts, en quelque sorte, sont documentés soigneusement, parce que, voilà, on est dans une hypothèse. Alors Guy Condereis, bonsoir. Vous êtes curateur de l'exposition consacrée à Joseph Hoffmann qui se tient pour l'instant au Musée Royal d'Art et d'Histoire, et vous êtes en charge du développement de la stratégie culturelle à Urban Brussels. Ces images, aussi bien celles de la Maison du Peuple que celles du Palais Stokely, qu'est-ce que ça apporte pour vous à la connaissance de l'architecture? Alors ça, je pense qu'il faut peut-être tout d'abord expliquer que quand on parle de patrimoine, on ne parle pas obligatoirement de pierres ou d'éléments tangibles, mais c'est plutôt le rapport qu'on a, nous, avec notre passé, à travers différents médias. Alors pendant des années, voire des siècles, ça a été le matériau, la pierre, le bâtiment en tant que tel. Aujourd'hui, on entre dans une époque incroyable où le virtuel devient tellement qualitatif qu'il devient un moyen de transférer justement ce lien avec les différentes générations. Donc nous, ça nous apporte ça nous apporte la possibilité de nous pencher sur cette époque, de mieux la connaître, de mieux effectivement transmettre à nos concitoyens et aux Bruxellois effectivement leur faire connaître ce bâtiment et donc du coup s'y attacher et construire leur identité. Enfin, c'est toute une série de choses, mais le virtuel devient presque parfois, et c'est le cas ici, plus important que la réalité. Ouais, alors ces images sont totalement bluffantes, hein. David, on va revoir quelques images de l'intérieur du Palais Stokely. Vous arrivez à une qualité de restitution qui est exceptionnelle, hein. Alors, oui, donc il y a une grande vraisemblance, ou en tout cas une cohérence visuelle par rapport à l'édifice. C'est évidemment ce qu'on recherchait dans le cadre de ce projet de valorisation, mais aussi de communication vers le grand public, hein, puisque ce film intègre l'exposition actuellement au cinquantenaire. Mais en fait, derrière cela, c'est aussi, ce n'est qu'une hypothèse quelque part. Et donc, c'est une interprétation quelque part, l'interprétation que l'on fait de ces textures, de ces matériaux. Parce que oui, on sait qu'il y avait un marbre de Porto Venere, un marbre noir dans la salle de musique. Mais est-ce que c'est exactement celui-là? Est-ce que c'est cette tranche-là?
on n'a pas suffisamment d'informations parfois que pour recréer le clone parfait du réel. Mais on essaye de s'en approcher. Et ce qui est intéressant, c'est que la maquette, ce travail autour du virtuel, nous permet finalement d'aborder ces objets sur un plan pluridisciplinaire où autour de la table, c'est pas seulement des architectes qui modélisent en 3D, mais c'est des historiens, ce sont des spécialistes en peinture, des spécialistes voilà, dans le domaine du patrimoine qui viennent nous éclairer. Mais quand Guy Condéré dit c'est parfois plus intéressant que le vrai, puisque le Palais Stoclet existe encore aujourd'hui, on ne peut pas le visiter hélas pour l'instant, mais qu'est-ce que vous pensez de ça quand on vous dit c'est plus intéressant que le vrai? Oui, je crois que c'est un élément de langage, mais non, je pense que et c'est en ça que je parlais de cette dimension interdisciplinaire. Ce qu'il y a de particulièrement intéressant, c'est tout le travail en amont et toute cette collaboration que l'on a pu avoir autour de cette spatialisation des sources, parce que ça a donné lieu à des heures et des heures de réunions avec les plus grands experts du Palais Stoclet, et finalement la richesse elle est aussi là. Et on essaye, là on n'a que le témoin qui ne raconte pas l'envers du décor, on n'a que quelque part des images qui ne racontent pas ce travail en coulisses, mais c'est là peut-être où c'est peut-être plus intéressant encore que l'édifice lui-même. Oui, alors c'est une restitution, effectivement, puisque le lieu n'est pas accessible. Qu'est-ce qui vous a surpris, vous? Vous avez été frappé à la vue de ces images par la qualité de l'architecture? Alors certainement, puisqu'on s'est rendu compte de la maniaquerie presque de Joseph Hoffmann, qui est d'une précision, on le savait, mais effectivement, en étant confronté aux plans, aux élévations, à la découpe des marbres, etc., on se rend compte que tout est parfait et on sait que ce chantier a pris des années. Donc on a effectivement pu découvrir aussi, tu parlais des marbres, mais la plupart de ces marbres n'existent plus. Et donc on a aussi compris la rareté, et tout le côté exceptionnel de ce bâtiment. Voilà, mais donc... Parce que sur les images que l'on voit aujourd'hui, c'est le bâtiment qui n'est pas patiné par le temps, évidemment. Oui, exactement. Mais l'idée, c'était de lui rendre son lustre. Donc c'est non seulement... Ça semble évident. Donc on a à l'extérieur des bronzes, des cuivres qui sont aujourd'hui oxydés. On a essayé de leur redonner le lustre qu'ils pouvaient avoir lors de la livraison du bâtiment. Mais il y a aussi une série d'éléments mobiliers, de peinture, de sculpture qui étaient présents en 1911, qu'on a réintroduit quelque part. C'est aussi ce que nous permet la maquette numérique, c'est de finalement faire cette hypothèse de l'œuvre totale. De l'œuvre d'art total. Ouais. Et Denis Derick, quand on parle de la maison du peuple, effectivement, il y a là une possibilité de découvrir un bâtiment qui a disparu dans les années 60, mais c'est un instrument de compréhension parce qu'il reste des choses qui ne sont pas tout à fait réglées, si je puis dire. Ah, tout à fait. On a abordé le projet par la partie facile, entre guillemets, à savoir les espaces les plus documentés, à savoir la salle des fêtes, la salle de café. Mais il y a toute une partie du bâtiment qui reste mystérieuse parce qu'il y a beaucoup moins de photos, les magasins, les bureaux et des choses comme ça, et qu'on n'a pas encore étudié. Mais donc, on a aussi beaucoup fait de découvertes par rapport à la structure du bâtiment. Je crois que Benjamin Zurstrass en a parlé. Se rendre compte aussi que tout le discours structurel d'Horta, de la descente de charges apparentes dans les ferronneries, mais il est surtout rhétorique. Et qu'en regardant les photos de la destruction de la maison, mais finalement, on voit qu'il y a d'énormes poutres, des éléments structurels en treillis parfois, qui étaient dissimulés. Alors en tout cas, ça a été une découverte pour beaucoup, même pour ceux qui connaissaient intimement la Maison du Peuple, le chef-d'œuvre d'Horta. Écoutez à ce propos Benjamin Zurstrassen, le conservateur du musée. La conservatrice précédente, qui a travaillé pendant 42 ans au sein du musée, pleurait en voyant cette restitution, parce qu'elle a travaillé pendant toutes ces années et tout d'un coup, elle voyait donc ce bâtiment qu'elle connaissait dans sa tête, qu'elle connaissait par des images. Et je pense qu'effectivement, je me suis dit qu'on avait réussi quelque chose, si je puis dire, à partir de ce moment-là. Il y a encore les magasins qu'on pourrait faire, il y a encore, vous voyez, le premier étage, l'infirmerie. En fait, ce qui est passionnant, c'est que c'est encore évolutif. Disons qu'on a moins de sources
pour ces espaces-là. Mais avec le laboratoire Alice, on cherche encore maintenant des fonds, etc., pour avoir quelqu'un qui pourrait vraiment faire une thèse et qui pourrait proposer à ce moment-là une promenade totale. Ici, nous avons façade, pour le moment, façade, salle de café, hall, les 2 cages d'escalier, la salle blanche, la salle des fêtes. Ce qui est déjà énorme. C'est vraiment, voilà, je crois, le plus important, le plus beau, la plus grosse partie, la plus symbolique a été faite. Maintenant, voilà, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir l'entièreté. Voilà, une œuvre en continuation, si j'ai bien compris, Denis Derick, vous aimeriez encore plancher là-dessus. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et ça vous étonne, ça, que Madame Aubry, qui a été conservatrice du musée Horta pendant des années, ait tant d'émotions à voir la Maison du Peuple? Nous-mêmes, il y a eu des moments aussi assez... qu'on a découvert ces espaces, qu'on les a éclairés, qu'on a commencé à bouger dedans. Donc oui, c'était des moments assez intenses, parce qu'on connaissait toutes des images iconiques, noir et blanc, statiques, et donc commencer surtout à voir l'enchaînement des espaces, à percevoir finalement le cheminement, la dynamique qu'il pouvait y avoir dans le bâtiment. En effet, je comprends Madame Aubry. Et pour vous, Guy Condérez, dans une idée de finalement diffusion culturelle du patrimoine, jusqu'où on peut aller avec ce type d'image? Il y a d'autres bâtiments que vous voudriez voir comme ça renaître par la grâce du virtuel. Qu'est-ce que vous espérez comme développement? Alors très concrètement par rapport, que ce soit la Maison du Peuple ou l'hôtel, le Palais Stoclet, je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin, puisqu'on peut parler d'effectivement de la reconstitution des pièces aux étages, mais aussi de la réintégration qui a commencé, mais qui pourrait encore se développer beaucoup plus, de tout le mobilier d'origine. Et surtout, c'est très très important, les œuvres d'art qui sont aujourd'hui à Abu Dhabi, à New York, etc. On ne retrouvera, c'est pour ça que je vous disais que c'est mieux que ce qu'on pourra, parce qu'on ne retrouvera plus jamais la splendeur complète du bâtiment, plus jamais. Et donc, par le virtuel, on peut arriver à ce sommet-là. Et moi, j'ai envie de vous dire que tous les bâtiments devront un jour être numérisés, digitalisés et devraient avoir leur double, parce que tous les bâtiments majeurs, mais voilà, il y en a beaucoup à Bruxelles, pourraient faire l'objet de recherche, de développement, de meilleure compréhension. Donc je pense qu'on est au tout début de quelque chose qui va beaucoup se développer. Je pense qu'un jour, nos administrations auront sans doute des unités beaucoup plus tournées vers la dimension de la restauration des modèles virtuels. Ouais, et puis ici, il y a un volet symbolique, puisque pour l'instant, la famille ne souhaite pas qu'on rentre dans le bâtiment. Il y a un projet d'ordonnance qui est en gestation qui obligerait à le faire. C'est une porte d'entrée déjà dans le bâtiment. Absolument. C'est aussi effectivement une question un petit peu politique, puisque nous, on est une administration publique, on œuvre au nom de tous les citoyens, et donc évidemment, il y a le souhait de rendre au moins connu le patrimoine majeur bruxellois. Et donc, ce bâtiment engendre un grand mystère et tout un mythe qu'il nous incombe de briser un petit peu, de fissurer. Je crois que voilà, les gens ont envie de mieux connaître ce bâtiment. Oui, David, vous comprenez le mythe du bâtiment quand vous l'avez vu, vous, dans son pristine état 1911 Mais oui, tout à fait, parce que finalement, l'image qu'on en a et qu'en ont la plupart des Bruxellois et des Bruxelloises, c'est ce que l'on voit depuis l'avenue de Tervuren avec les toitures un peu oxydées, mais on ne soupçonne pas la richesse et la qualité des intérieurs. Et surtout, parce qu'on a dû se pencher pour numériser et mener ce travail de modélisation, on a dû étudier finement les plans et les dessins d'époque et de se rendre compte que tout a été dessiné, tout a été pensé. En fait, c'est quelque chose qui est insoupçonné et véritablement, ce travail nous a permis de rentrer dans cette dimension-là du palais. Notamment, alors, je n'ai peut-être pas le temps, je ne vais pas développer, mais sur la question de la composition, du dessin, de la composition de la façade et le rapport qu'il y a entre la façade et le plan. Et de se rendre compte qu'en fait, Joseph Hoffmann utilisait un certain type de papier quadrillé et que, enfin voilà, ça nous a permis de comprendre beaucoup aussi sur la conception même de l'édifice. Ouais, et qu'est-ce que ça dit de l'époque, Guy Condérez, ce bâtiment ?
Alors, ça dit beaucoup de choses et moi je suis partisan de ne pas non plus tomber tout d'un coup dans l'admiration béate de tout et je crois qu'il faut rester critique et analyser les choses. Donc voilà, on en avait un petit peu parlé je pense, mais c'est à la fois un bâtiment qui va ouvrir à la modernité, une composition radicale, une certaine sobriété qui est très nouvelle pour l'époque. Mais c'est aussi un bâtiment qui draine derrière lui et avec lui des archaïsmes d'une société qui est très hiérarchisée. C'est un milieu extrêmement élitiste, très fermé. Et donc, c'est aussi le témoignage d'une époque aujourd'hui révolue. Mais c'est intéressant de savoir que ça existait. Ouais. Alors Denis Derick, Benjamin Zeustrassen me le disait en préparant l'entretien que j'ai eu avec lui. Il dit parfois il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent reconstruisons ce bâtiment au vu maintenant de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a amassé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble imaginable, ça? Je crois pas. Non, ce serait comme à Las Vegas. Ce serait un fake. Je pense il fallait pas le démolir. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre de l'énergie dans la préservation de ce qui reste, du reste de l'architecture. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait encore le savoir-faire pour faire des ferronneries comme ça, la taille de pierre, tout ça. C'est que tu es quand même des métiers spécifiques. Je ne suis vraiment pas spécialiste sur la question. Ouais, Guy Condérey, vous en pensez quoi, vous qui avez suivi la restauration de beaucoup d'immeubles Art Nouveau? Alors moi, je dirais qu'effectivement, Benjamin le disait lui-même, on a toute une série d'espaces qu'on ne connaît pas et que malheureusement, je pense qu'on ne connaîtra jamais très très bien. Moi, je suis plutôt convaincu qu'on pourrait reconstruire parce qu'on a de bons ferronniers, de très bons tailleurs de pierre. Par contre, je ne crois pas que ça ait un intérêt majeur. Il faut accepter que le temps passe, d'autres choses existent à la place. On est aussi dans des logiques d'économie circulaire et on a toute une série de notions aujourd'hui qui rendraient cette reconstitution excentrique. Et justement, on peut travailler aujourd'hui sur des modèles virtuels qui peuvent pallier à ça et qui vont être de plus en plus qualitatifs, encore une fois. Alors David, maintenant que vous connaissez très intimement le Palais Stoclet version 1911, est-ce que vous avez envie de le voir en 2024 ? Est-ce que ça vous intéresse finalement maintenant ? Oui, non, évidemment. Si j'avais la chance de pouvoir y rentrer, oui, je serais très heureux. D'ailleurs, je le disais à la ministre, parce qu'elle me parlait de cette ordonnance. Et je lui disais, si vous avez l'occasion d'aller le visiter, invitez-moi, ainsi que les chercheurs avec qui on a travaillé. Mais oui, évidemment, mais par contre, clairement, ce travail... Même si le palais était ouvert, je pense que ce travail sur la numérisation de l'état de 1911 doit se poursuivre. Parce qu'à un moment donné, c'est nous offrir la possibilité d'avoir un marqueur qui nous aide pour la gestion de ce patrimoine dans le temps. Ouais. Et donc, je pense que même en ayant beaucoup travaillé dessus... vous pensez que ça aidera dans la restauration future du bâtiment, ce type de document, vous qui avez suivi pas mal de chantiers, ça peut aider finalement à retrouver certaines choses? Oui, puisqu'on sera un pas bien au-delà de ce qui existe, donc ça pourra certainement aider à reconstruire. Et puis encore, je le répète, on n'arrivera jamais à restaurer aussi bien que ce modèle virtuel. Puisqu'on ne retrouvera pas, tu le disais, les dorures, les pâtis. Et aujourd'hui, le bâtiment a aussi vieilli. La façade, on le voit, les dorures étaient extrêmement brillantes et tout ça ne reviendra plus jamais dans le même état. Donc oui, ça aidera, mais ce sera quelque part moins intéressant. On aura juste la satisfaction de pouvoir dire on y était. Mais intellectuellement, ce sera moins intéressant. Allez, rapide tour de table pour terminer. S'il y avait un bâtiment à numériser aujourd'hui, vous voudriez, à Bruxelles, sur le territoire de Bruxelles, vous pensez à quoi? À quel bâtiment que vous aimeriez voir numérisé? Alors, il y en a beaucoup, mais ça c'est peut-être un coup de cœur personnel. Je pense l'hôtel Aubec de Victor Horta a fait l'objet déjà de certains travaux de digitalisation, mais c'est un bâtiment, c'était considéré, et Horta le considérait lui-même comme son chef-d'œuvre. On le connaît très très mal. C'est un bâtiment extraordinairement intéressant. Et je pense que ça vaudrait la peine. Oui. Voilà, un bâtiment disparu qui était situé au bout de l'avenue Louise, Denis Derick. Même question. On n'est pas vraiment qui me passe par la tête. Je crois que le patrimoine d'Horta est particulièrement intéressant à numériser parce que très très compliqué et chaque fois avec ce qui est apparent n'est peut-être pas
ce qui est à l'intérieur. Et donc, le fait de disposer d'un modèle numérique permet de faire certaines... Voilà, Denis, vous avez eu un peu le temps de réfléchir, vous. Est-ce que vous avez une idée? Mais du coup, voilà, je saisis la balle au bon. Mais je pense qu'il serait intéressant déjà dans un premier temps de disposer de ces doubles numériques, au moins pour le patrimoine classé à l'UNESCO à Bruxelles. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas énormément d'édifices, et avoir ces outils-là en complément pour leur gestion, leur préservation, enfin, ça me semblerait assez pertinent. Donc, à savoir les maisons, les hôtels d'Horta, et oui, continuer le travail, la Grand Place, et continuer le travail sur Stockley. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé votre expérience sur ce plateau. Alors le film sur la Maison du Peuple, il est disponible en open source sur YouTube par exemple, et pour voir la restitution du Palais Stockley, il faut aller donc à l'exposition qui se tient pour l'instant au Musée Royal d'Art et d'Histoire, et c'est jusqu'au 14 avril. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir.